Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du Journal Magazine du dimanche. À la une, les Bleus blancs seront de retour dès demain sur l'étendue du territoire national. Une rentrée scolaire pas facile pour certains parents qui peinent encore à trouver des fournitures qu'il faut pour leurs enfants. La question de la rentrée de classe, nous en avons fait tout un dossier à suivre dans ce journal. Et nous reviendrons également sur la polémique de ce dernier jour autour de la fermeture des facultés de médecine de certaines universités, décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui justement est notre invité ce soir. Messieurs le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons partager la deuxième partie de notre journal et ce sera dans quelques minutes. Merci beaucoup. Place à la première partie de ce journal consacrée à l'actualité. C'est un début de soulagement pour les milliers d'employés de l'État en quête de mécanisation. 22 000 d'entre eux seront bientôt mécanisés. Le gouvernement réuni en Conseil de ministres a traité la question le vendredi dernier. Voici un extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyer. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, adressé à l'attention du Conseil de ministres un rapport à mi-parcours du processus de l'assainissement et de la maîtrise des effectifs des agents de carrière service public de l'État en cours d'exécution au sein de son ministère. Il a informé le Conseil du lancement du processus de prise de mesures conservatoires consistant au blocage de la rémunération des agents dont les dossiers sont jugés soit litigieux, soit frauduleux. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, partant de la vision du président de la République, qui a fait de la lutte contre les discriminations sociales son cheval de bataille, a également soumis au Conseil un plan de mécanisation générale et immédiate d'un effectif de plus de 22 000 agents de toutes les administrations et toutes provinces confondues. À l'occasion, il a tenu à souligner que ces plans, fruits des concertations menées avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, a planché sur les sources des financements de cette mesure à très haute portée sociale. Il a en outre précisé que le processus est évolutif et progressif, l'objectif étant de s'émuer vers une administration moderne avec des effectifs et une masse salariale mieux maîtrisée. Et cette option du gouvernement de lancer la mécanisation de 22 000 agents a été défendue, vous l'avez suivi, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Il ne s'agit pas d'une simple prévision sur papier. Toutes les dispositions pratiques sont prises, a assuré Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilocho nous en parle en détail dans son reportage. Dans l'objectif de se muer vers une administration publique moderne avec des effectifs et une masse salariale mieux maîtrisée, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté, obtenu du Conseil de ministres ce vendredi 1er septembre 2021, la mécanisation des plus de 22 000 agents issus de toutes les administrations publiques. À cela s'ajoute l'adoption par le Conseil de ministres du dossier concernant la mise à la retraite des agents ayant dépassé l'âge requis. Les lignes bougent à la fonction publique où le processus d'assainissement et la maîtrise des effectifs des agents publics de l'État avancent à grands pas. Et cette information a été portée au Conseil de ministres par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sur le processus des mesures conservatoires consistant au blocage de la rémunération des agents dont les dossiers sont jugés litigieux. Par ces actions, Jean-Pierre Liaou matérialise la vision du chef de l'État faisant de la lutte contre les discriminations sociales son cheval de bataille. Cette information a provoqué des réactions. Cette mécanisation permettra notamment d'assurer demain une bonne retraite. Et aussi, cela est un gage pour ces personnes d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de la fonction publique de manière formelle. Et je soutiens la décision du gouvernement. Si cela va se concrétiser, c'est une bonne idée. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo pour un ministre de la fonction publique d'obtenir la mécanisation d'autant d'agents au sein de l'administration publique. Et on reste à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et tous les membres du gouvernement ressortissants du Grand Katanga ont été célébrés ce dimanche. C'était à Fleuve Congo Hôtel, nous dit Pati Tondouango.
Les membres du gouvernement de l'Union sacrée issus de l'espace Grand Katanga ont été honorés ce dimanche 3 octobre 2021 par leurs communautés respectives. Il s'agit de Jean-Michel Samalukonde Kienge, Premier ministre, Christian Mwando Simba, ministre d'État au plan, Adel Kainda, ministre d'État au portefeuille, Kibasa Maliba, ministre des PTNTIC, Serge Konde, ministre des Sports et Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé. Tout a commencé par une prière de remerciement à Dieu pour la nomination des dignes fils et filles du Grand Katanga, suivi d'une bénédiction ancestrale des gardiens des traditions, bénédiction prononcée par le chef coutumier Kaponda qui a souhaité un fructueux mandat aux Warriors. Pour Jean-Michel Samalukonde Kienge, chef du gouvernement, cette cérémonie est une occasion de prôner l'unité du Grand Katanga, son développement, car il est un grand pourvoyeur dans les budgets de l'État. Nos provinces ont besoin d'être désenclavées. Ces problèmes de routes, de dessertes agricoles particulièrement, qui plombent le développement de nos provinces. Et nous avons aussi besoin de développement à la base. Et nous avons choisi, nous, au niveau du gouvernement, comme entité, le territoire. Et donc, nous allons travailler avec tous les acteurs que vous êtes pour apporter ce développement à la base. Ici, parce que je suis en famille, je peux d'ores et déjà annoncer que ce sont des travaux qui vont commencer incessamment. Des cadeaux symboliques ont été remis au chef de l'exécutif national par Albert Yuma, notable katangais et président du conseil d'administration de la GECAMINE, et aux membres du gouvernement. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie, parmi eux les présidents du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs et gouverneurs des provinces. Ce sont des habitués de débats en plénière, mais il arrive de fois qu'ils se déploient sur le terrain dans le cadre d'une mission parlementaire. Le contrôle, c'est exactement la raison du déplacement d'une délégation des sénateurs au port de Matadi dans le Congo central. La délégation voulait s'assurer de l'arrivée effective de matériel destiné à la construction de la centrale hydroélectrique de Kalima. Nous sommes dans le Maniema. Sandra Nyangui. Soucieux du bien-être de la population des provinces dont il est l'émanation, le Sénat, sous le leadership de Modeste Bahati Lukwebo, tient au développement des provinces et des entités décentralisées. C'est dans cette optique qu'une importante délégation des honorables sénateurs était en mission de travail dans la province du Congo central, à Matadi, au port international de l'Aix-Onatra, en vue de s'assurer de l'arrivée effective d'un lot important de conteneurs contenant des matériels destinés à la construction de la centrale hydroélectrique de Rutshurukuru dans la province du Maniema. L'honorable sénateur Jean-Baptiste Assoumani Amani, chef de la délégation, s'est dit très satisfait de la présence de ces matériels de construction 5 ans après. Cette mission a été diligentée par le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat, pour enquêter ici au port de l'ECPT si les conteneurs sont là, qui ont été importés par le BSECO, c'est-à-dire les matériels mécaniques, les ateliers mécaniques et autres intrants relatifs à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kalima qu'on appelle Rutshurukuru. L'élu du Maniema rassure sa base que grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet qui était en veilleuse depuis plusieurs années va se concrétiser dans un bref délai. Ces conteneurs vont être... Il a fallu une assiduité dans le contrôle des véhicules aux frontières pour épargner les consommateurs congolais du pire. Ce week-end, les agents de l'Office congolais de contrôle ont intercepté des tonnes de poissons avariés au port de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Le ministre du Commerce qui s'est rendu sur place a ordonné la destruction pure et simple de cette cargaison. Suivez ce reportage de Jacques Mégy. La République démocratique du Congo vient d'échapper belle à un empoisonnement. Au total, 20 tonnes de poissons avariés, pourris, contenus dans 4 camions frigorifiques, ont été interceptés par l'OCC, Office congolais de contrôle.
Au poste frontalier de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongwa a donné des instructions fermes pour que toute la cargaison soit détruite sans atermoiement. J'oriente et j'engage l'OCC à pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Ces produits doivent être incinérés. Il n'y a pas à tergiverser sur le sujet. Le gouvernement de la République, le président de la République, chef de l'État, ne saurait s'accommoder à des pratiques qui consistent à aller en dehors des règles établies. Le chef d'agence de l'OCC Kasumbalesa, Patrice Kitenge Mboui Malamba, s'est dit déterminé avec son équipe à traquer les opérateurs économiques véreux. Et cela sous la direction du gestionnaire au quotidien de l'OCC, Gabi Loubiba Mampouya, directeur général AI. Pour Jean-Lucien Boussa Tongwa, ministre du Commerce extérieur, la RDC n'est pas un dépotoir, encore moins une poubelle. La population congolaise doit être protégée par l'OCC. C'était en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga et du directeur provincial de l'OCC. Une ordonnance présidentielle vient de tomber sur notre table. Nous vous proposons son contenu. L'essentiel, en tout cas, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil de ministres entendu ordonne, l'article 1er, est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 4 octobre 2021. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et de Garde Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 octobre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 3 octobre 2021. Le cabinet du président de la République, Guilani Mboubiza, directeur de cabinet. La rentrée scolaire, vous le savez, c'est pour demain, ce week-end. Elle s'annonçait déjà avec tout son plaisir, mais aussi tous ses problèmes. La dualité grossiste-détaillant a refait surface ce dernier jour sur les marchés de fournitures scolaires. Les parents, eux, décrient la hausse de prix d'objets classiques qui ne correspond pas à leur revenu. C'est un constat de Marie-Luz Mbella. À cause de la crise économique qui sévit en cette période du coronavirus, la plupart des parents ont du mal à réunir les moyens financiers conséquents pour subvenir aux besoins de leurs enfants pour les achats scolaires. Cette année 2021, les prix des fournitures scolaires et uniformes a légèrement connu une augmentation sur le marché et supermarchés. Les cahiers, cartables, stylos, crayons et règles plates, pour ne citer que ceux-là, sont vendus à des prix variés. J'essaye de trouver parce que il y a la hausse de prix partout, les prix ont haussé, on n'a pas assez d'argent et tout le monde se plaint. La rentrée scolaire, mais il n'y a pas d'argent dans la poche, il n'y a pas de liquidité. Donc là, on est obligé de sillonner un peu partout, essayer de vérifier les prix et comparer, voir là où c'est moins cher, on achète. La modicité des salaires des agents et fonctionnaires de l'État ne permet pas aux parents d'acheter les fournitures nécessaires comme l'exige l'enseignement primaire et secondaire. Cette femme sollicite l'intervention du gouvernement de la République. Cette année, vraiment, les prix sont exorbitants. L'année passée, c'était un peu hausse, mais ce n'était pas comme ça. Tu peux imaginer un enfant de la maternelle, lui seul, il peut déjà consommer $150, donc c'est déjà beaucoup. Donc nous demandons à notre gouvernement si vraiment ils peuvent voir la situation sociale de son peuple, ça serait mieux. En outre, les vendeurs en détail déplorent la spéculation des grossistes, d'où les difficultés d'écouler leurs marchandises avec aisance. Na ane passé bedoteka ke mingi tozoteka ba détail na ba grove mboka na biso eza na injustice biso ba kolomboka toza na droit ya koteka te po tozwa bénéfice bapaya bazozwa bénéfice po baoteka en détail soki 100 francs na yo etikali poison so 100 francs akozongiselo yango te akozongiselo kaka bajoka 50 francs bakaye tozoteka te po na kati baoteka en détail toteka neni crayon moko eza kuna na kati baoteka 200 francs
ngana 200 fois na otala ngai. Face à cette situation, le gouvernement de la République doit s'assumer, notamment en faisant respecter le prix auprès de grossistes et d'améliorer la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Et ceux qui pourront réellement retrouver le plaisir du chemin de l'école, ce sont les élèves du Kasaï qui, pendant près d'une année, ont été obligés d'emprunter de pirogues pour rejoindre leurs écoles avec tous les risques. Le pont détruit du Kasaï qui entretenait leur calvaire a été réhabilité et attend son inauguration. Des précisions de notre permanent dans le Kasaï, Franklin Kalombo. Après 11 mois de calvaire, nous sommes sur le pont Kasaï, totalement réhabilité par l'office de route grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui la population de Tshikapa dit merci. Je suis ému de joie. Je dis premièrement d'abord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué pour que ce pont reprenne sa belle robe. Aujourd'hui, nos mamans sont impatientes et toute la population est impatiente de commencer à faire le trafic comme d'habitude parce qu'on était buté à une difficulté énorme de traverser sur des pirogues et autres. Il y a eu même des morts. Et d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Et nous demandons aux autorités de faire un peu plus vite pour l'inaugurer parce que nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Nous souhaitons que les enfants reprennent le chemin de l'école sur ces ponts. Nous demandons au gouvernement provincial de procéder au plus vite que possible à l'inauguration de ce pont parce que nous voyons déjà que les travaux s'achèvent déjà. On peut déjà inaugurer et comme ça, ça va profiter à ce que la population reprenne le trafic comme d'habitude. Il faut rappeler aussi qu'au moment de l'effondrement de ces ponts, les mamans qui font le petit commerce ici ont vu leur économie perturbée. Nous parlons de notre pont de Kasaï qui est presque fini. Nous demandons à ce que les autorités procèdent vite à son inauguration. Il est difficile pour nous qui vendons de traverser chaque jour à bord de pirogues en payant de l'argent 100 et 200 francs. Depuis le pont Kasaï, sur la nationale numéro 1, Franklin Claire Kalombo Abatanda, Isidore Nkaya, RTNC. Merci Franklin Kalombo. Et loin du Kasaï, un autre pont, lui aussi réhabilité, qui sera bientôt opérationnel, c'est celui de Niemba dans le Tanganyika. Un essai technique de tonnage vient d'y être fait. L'ouvrage est donc certifié par l'office de route. Images et commentaires. Le pont Niemba, jeté sur la rivière Lukuga et dont la mise en œuvre est prévue dans quelques jours par le gouverneur AI Samba Kayaba Lamoni, vient d'être reçu provisoirement après un contrôle technique par l'office de route, son maître d'ouvrage, ce jeudi 30 septembre 2021, au terme de son exécution par l'entreprise générale Malta Forest. Cette réception technique a également concerné les tronçons routiers de 110 km allant du village Tundwa, constituant son point kilomètre zéro jusqu'à Niemba, où 11 petits ponts et 17 dallos y ont été posés, et tous inspectés par la délégation avec l'expertise du directeur des ponts de l'office de route, Mutamba à Mutamba. À chacun de ces ouvrages énumérés si haut, la délégation s'arrêtait pour un contrôle technique objectif. Sur le pont Niemba, dont les travaux affichent complet, un essai technique des charges de plus de 2 heures a été effectué par un échantillon de 4 camions chargés, faisant chacun 25 tonnes. Il ressort de ces contrôles un sentiment de satisfaction de la part du maître d'ouvrage, l'office de route, Alain Mukuna Mwembi, directeur de la gestion des marchés. Nous sommes venus pour réceptionner et la route et le pont Niemba. Comme vous le voyez, le pont est totalement achevé. Les travaux ont été exécutés, réalisés selon les règles de l'art. Nous l'avons réceptionné et nous allons maintenant, dans les jours à venir, le remettre à l'autorité provinciale pour pouvoir permettre la circulation. Pour sa part, l'ingénieur Richard Mwanda, directeur des opérations de Malta Forest au Tanganyika, la satisfaction de l'office de route était son entente sûre, car tenant sur le principe de son entreprise Malta Forest, la rigueur et la qualité. Cette réception a été sanctionnée ce vendredi par la signature du procès verbal des réceptions entre d'une part Malta Forest, entreprise exécutante, et d'autre part l'office de route, maître d'ouvrage, représentant le gouvernement congolais. La mise en service de ce pont, qui pourra désenclaver 5 des 6 territoires que compose la province du Tanganyika, n'est qu'une question de temps et n'attend que le programme de l'autorité provinciale Samba Kayaba Lamoni qui est en mission.
Vous vous demandez parfois dans quel état se trouvent les centrales hydroélectriques de Inga. Eh bien, vous n'êtes sûrement pas les seuls à vous poser cette question. Le ministre des Ressources hydrauliques, lui aussi, voulait en savoir un peu plus. Il a pour ce faire effectué une descente dans les installations de ces centrales dans le Congo central. Marie Calon, qui a suivi cette inspection, nous en donne les conclusions. Sur le fleuve Congo, à proximité de la ville de Matadi, dans la province du Congo central, les barrages d'Inga. Quel est son état actuel? Quels sont les problèmes majeurs liés à son fonctionnement? Pour une évaluation globale du fonctionnement de ce barrage, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, accompagné du vice-ministre du plan Christian Badou, du directeur général de la SNEL SA Jean Bosco Kayombo-Kayan et de quelques honorables députés, ont foulé le sol de la province du Congo central. Sur place, dans la salle de commande, au poste de dispersion, Olivier Mwenze-Moukaleng a visité les 4 machines modernisées sur 6 de la centrale Inga 1 où se produit toute énergie électrique. Par contre, à la centrale Inga 2, les travaux de la station de conversion se poursuivent normalement. L'objectif étant de transporter le courant vers le Grand Katanga. Le ministre Olivier Mwenze-Moukaleng a été informé en détail du fonctionnement de cet outil, première source de toute activité énergétique en République démocratique du Congo. Nous avons décidé aujourd'hui de finalement venir prendre les informations à la source sur la centrale d'Inga. Également de la réhabilitation de certaines des machines de Inga. Nous discutons également de la remise à niveau du réseau de distribution de Kinshasa. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo-Kayan, a souligné l'importance d'accélérer le projet Grand Inga, qui consiste en l'implantation de 6 autres centrales dans le même site. L'invité de ce journal, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, il y a quelques jours, vous avez tenu les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. On parle de 329 recommandations issues de ces états généraux. Parmi ces recommandations, on peut citer par exemple la mutation totale du système d'enseignement en LMD, mais aussi la fermeture des facultés de médecine dans certaines universités. Une décision qui alimente la polémique. Pourquoi avoir pris cette décision par circulaire et non par arrêté? C'est la toute première question. Pourquoi, monsieur le ministre? Les arrêtés sont déjà là, donc les concernés seront notifiés. Les arrêtés, on ne les expose pas sur les réseaux sociaux. Nous avons pris une autre circulaire pour réformer le public, puisque tout le monde est concerné par ces facultés, pour réformer les universités et le public, que désormais, il n'y a que 16 facultés de médecine dans tous les pays qui vont devoir fonctionner. Mais dans la circulaire, vous vous basez sur les recommandations de l'ordre de médecins. Pourquoi seulement sur cet outil et non sur les enquêtes effectuées auparavant? Tout le monde est conscient que nous avons un problème dans ces pays de formation des médecins. C'est un constat général. Nous avons, dès la prise de fonction, envoyé une mission de viabilité dans tous les pays. Et donc nous disposons de fiches sur la viabilité de chaque faculté de médecine comme ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. En dehors effectivement de notre étude, le ministère de la Santé et le Conseil de l'Ordre des médecins a aussi diligenté une autre étude. Toutes les deux études ont démontré la même chose. Donc sur base de critères objectifs, des critères qui sont édictés par la loi, nous avons effectivement établi un contrôle qui nous permet de classer certains établissements dans la poubelle des non viables. Et nous ne pouvons pas permettre en tant que ministre que des médecins, déjà qui vont manipuler nos corps, puissent être formés dans de mauvaises conditions. Et d'ailleurs, je vais ajouter que notre pays, qui était le plus grand pays formateur de médecins d'Afrique, les médecins congolais, si vous arrivez en Afrique du Sud, vous allez la trouver dans tous les autres pays qui nous entourent. Aujourd'hui, nous avons perdu des valeurs, au point que dans certains pays, un médecin qui vient de la RDC doit refaire encore 2 ans pour pouvoir exercer une fonction. Et donc, il est de notre intérêt, de l'intérêt de la République, que nous puissions remettre ce secteur dans l'ordre pour que nous puissions retrouver notre prestige d'antan en tant que les grands pays formateurs des médecins. Monsieur le ministre, on va essayer d'utiliser des termes assez simples pour que les téléspectateurs nous comprennent. Qu'est-ce que ces recommandations de l'ordre de médecins reprochent à ces universités? Est-ce que c'est sur le plan de la forme ou sur le plan du fond?
C'est la forme et le fond tous les deux. Donc il y a un certain nombre de critères que je ne saurais pas vous énumérer ici, qui sont contenus dans un décret du Premier ministre et qui définissent qu'une faculté de médecine, de manière fondamentale, doit avoir un corps enseignant qualifié, doit avoir des cliniques universitaires, doit avoir des laboratoires et doit avoir de beaux auditoires pour permettre à ces étudiants d'étudier dans les bonnes conditions, permettez-moi la tautologie. Et donc, nous avons retrouvé après ces enquêtes qu'il y avait des facultés de médecine qui n'avaient aucun professeur, même pas un chef de travaux ou même pas un spécialiste dans les rangs. Nous avons retrouvé des facultés de médecine qui n'avaient pas de cliniques universitaires. Ou s'ils en ont, c'est des trucs de rien du tout. Donc, des gens ne peuvent pas être formés dans ces conditions pour manipuler le corps. Mais regardez les résultats. Les résultats que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, des gens qui meurent par des erreurs de médecins. Et donc, ça doit s'arrêter. La deuxième chose, c'est que tout le monde ne doit pas devenir médecin. Pour être médecin, il y a des conditions de recrutement, d'ailleurs que j'annonce que nous allons renforcer. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui doivent être inscrits à faculté de médecine. Et puis on ne va pas former, on ne va pas avoir plus de 30% de nos étudiants à faculté de médecine. Si tout le monde devient médecin, qui va l'engager? Donc il était question de remettre de l'ordre dans le secteur et nous l'avons fait sur base des recommandations des États généraux qui ont été adoptées, sur base des rapports qui ont été effectués de manière indépendante avant même mon arrivée, je le souligne, qui étaient déposés avant que moi je ne sois ministre, qui a été déposé, et sur base des rapports d'enquête de viabilité que notre ministère a pu diligenter. Monsieur le ministre, une autre décision qui alimente la polémique, c'est la cessation des activités des extensions du CEPROMAD. Pourquoi seulement le CEPROMAD? Pourquoi? Effectivement, nous avons effectué les enquêtes, comme je vous ai dit, nos dites organisationnelles généralisées, et les rapports que nous avons reçus des différents missionnaires, c'est que CEPROMAD organise plus ou moins 96 extensions dans la République démocratique du Congo, dirigées par un seul recteur qui se retrouve à Kinshasa. Ce qui n'est pas recommandé. Ce qui n'est pas recommandé. Il y a des instructions antérieures, il y a des arrêtés antérieurs qui interdisent l'organisation des extensions. Bien évidemment, il y a certaines de ces extensions qui ont reçu des arrêtés d'autonomisation, et donc leurs cas seront examinés à part. Mais toutes les autres extensions, et c'est au-delà de 90, qui fonctionnent dans le pays, malheureusement, sans respecter des conditions. Nos enquêteurs ont même trouvé des extensions qui étaient dirigées par des étudiants, des extensions qui étaient dirigées par des personnes non qualifiées. Nous estimons que ces extensions servent seulement à blanchir nos diplômes, nos diplômes, et qu'il n'y avait pas la qualité de formation nécessaire pour pouvoir diplômer les gens dedans. Mais qu'allez-vous faire des étudiants qui sont inscrits pour ces réseaux-là, nous avons instruit au recteur du CEPROMAD de pouvoir arrêter immédiatement de faire fonctionner des extensions qui, au lieu de former nos gens, sont en train de... Que deviendront ces étudiants, monsieur le ministre? Est-ce que vous avez pris de dispositions? Effectivement, les dispositions sont prises, que ce soit pour les facultés de médecine ou pour les étudiants de ce CEPROMAD. Nous ne voulons pas prendre des décisions qui vont pénaliser les étudiants. C'est pour cela que des instructions supplémentaires vont être données pour réorienter des étudiants vers des établissements viables, et pour les autres, pour fusionner certains établissements afin de pouvoir préserver les intérêts. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pour une toute dernière question, les recommandations, et on a 329. Est-ce que vous pensez que vous allez appliquer tout cela? En combien de temps? En tout cas, j'avais promis à tous ceux qui ont participé aux États généraux à Lubumbashi que les recommandations qui dépendent de nous, nous allons devoir les appliquer. Et je voudrais d'ailleurs vous dire la bonne nouvelle, puisque la grande partie des recommandations, c'était très rapidement. Le système LMD, et je vous assure que toutes les mesures sont en train d'être prises pour que dès l'année prochaine, ça soit en marche. La deuxième grande série de recommandations, c'était concernant les conditions sociales des enseignants. Et je vous dis là, sous la recommandation du président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, nous avons obtenu que dès ce mois d'octobre, 300 nouveaux docteurs vont être payés.
Merci Donc, beaucoup, monsieur le ministre. Pour vous dire qu'on va prendre toutes les dispositions pour que cela soit respecté. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette exclusivité, mais aussi pour avoir répondu présent à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Les RTNC restent ouvertes pour vous. Mesdames et messieurs, on poursuit ce journal. La République démocratique du Congo prendra part au forum sur les investissements qui se tient aux Émirats arabes unis. Plusieurs membres du gouvernement sont déjà à Dubaï. Voici les premières images de l'Expo Dubaï 2020. Pour préparer la visite du chef de l'État, Pius Mobilo Mbayou et Aimé Sakombi Molendo ont rencontré ce dimanche le responsable du groupe Emar, l'un des plus grands promoteurs immobiliers au monde, basé à Dubaï. Les deux membres du gouvernement congolais en ont mesuré la taille lors d'une présentation en salle du parc immobilier du groupe, de l'importance de son investissement et du gigantesque développement des cités ultramodernes dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Turquie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, etc. Pius Mobilo, le ministre des Villes, et son collègue des Affaires foncières ont à leur tour vanté les atouts d'investir en RDC, une opportunité partagée par leur hôte. And I think there will be a new chapter for Congo. Il y aura un nouveau chapitre pour le Congo. With its international relationship initiatives. Avec les nouvelles relations et les nouvelles initiatives que le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi est en train de prendre. And I believe that we have to take this opportunity to embrace our relationship, which will be translated at a later stage into a project between both countries. Il dit à ce jour-ci, il pense qu'au-delà des intentions, maintenant nous devons sceller cette relation et elle doit se matérialiser par des réalisations sur le terrain. À la deuxième partie de notre journal magazine, essentiellement consacré aux rétrospectives et magazines. Nous commençons par la semaine en 5. Avec ses 80 millions de terres arables, le Congo a besoin d'un bon diagnostic de son agriculture. Le Premier ministre a lancé dès le début de la semaine le Forum national des États généraux de l'agriculture avec comme thème l'agriculture, clé de croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Interpellé par les députés nationaux, le ministre des Postes est venu éclairer la lanterne des élus du peuple sur les raisons juridiques et économiques de la perception du RAM, les registres des appareils mobiles. De façon unanime, les députés ont demandé la suppression du RAM. Le ministre des Postes est donc attendu pour donner un éclairage dans les prochaines heures. Les victimes de l'éruption volcanique du Nord Kivu ont désormais un lieu où s'abriter. Elles ont été transférées vers les nouveaux sites construits par les génies militaires. Projetée pour mercredi 29 septembre à Kinshasa, la marche de la Mouka a été reportée pour des raisons sécuritaires. Début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 dans la province du Haut-Katanga et autres, le ministre de l'Enseignement a également confirmé que la rentrée scolaire 2021-2022 est maintenue pour ce lundi 4 octobre. La vente en détail n'est pas réservée aux étrangers. Pour protester contre cette pratique, les syndicats des commerçants ont décrété un mouvement de grève. Quelques magasins ont été fermés dans différents marchés de la ville de Kinshasa. Les conducteurs des motos circulent dans la capitale sans plaque d'immatriculation. La plupart d'entre eux s'indignent du fait qu'ils ont déjà souscrit à l'achat de ces plaques sans être servis. Contrôle physique à la radio-télévision nationale congolaise. Les agents et cadres de cette entreprise ont été identifiés selon la date d'engagement et les grades. Une initiative du directeur général intérimaire qui vise à maîtriser l'effectif du personnel de la chaîne nationale. Supports didactiques certifiés, les manuels scolaires sont de plus en plus rares dans les librairies de Kinshasa à la veille de la rentrée scolaire. Les libraires de circonstances qui longent les rues viennent en soutien sans véritablement résoudre le problème. Certains rejettent la faute à la crise sanitaire de la Covid-19. Bobé Teyinga était sur le terrain et nous propose ce dossier. Bondées du monde, les librairies sont envahies par les parents qui sont à la recherche des manuels scolaires pour leurs enfants en cette période précédant la rentrée des classes. Les rayons répondent aux besoins de certains. Pour mon cas, je suis venue, j'ai tout trouvé ici, il n'y a pas de problème. Nous tenons à avoir les livres pour les enfants parce qu'avec le livre, l'enfant sait bien étudier à la maison. Si l'enfant n'a pas bien maîtrisé en classe, mais à la maison, quand il va encore lire le livre, il aura la facilité de bien comprendre sa matière.
Pas facile par contre de trouver pour d'autres, car ces ouvrages sont de plus en plus rares. Conséquence, les prix prennent l'ascenseur, loi de l'offre et de la demande oblige. Non, je n'ai pas tout trouvé. Ah bon? Il y a les livres qui manquent? Oui, comme pour la 8e, c'est une majorité. Hein. On nous dit d'attendre. Il y a ceux qui doivent venir et il y a d'autres qu'on doit imprimer. Je peux dire que c'est facile, mais en même temps encore difficile. Difficile pourquoi? Un manuel à $40. Tu n'as pas qu'un seul enfant. Oui, parce que l'impression, localement, ça coûte cher. Si on imprime localement, ça coûte cher. Si on imprime à l'étranger, c'est moins cher. C'est ça les problèmes que nous avons. Si les librairies viennent à manquer certains manuels scolaires, les bouquinistes se proposent en solution de seconde main. Mais devant leur inventaire, il n'est pas évident de trouver toutes les variétés des livres. Il y a rareté des ouvrages et nous faisons un effort pour trouver pour eux des livres. Mais pourquoi y a-t-il rareté? La raison principale avancée par les maisons d'édition, c'est qu'il y a eu une rentrée précédée par la pandémie. Or, pendant la période de pandémie, vous voyez que beaucoup de maisons n'ont pas fonctionné convenablement. Beaucoup de maisons ont des moyens limités, il n'y a pas de sponsoring. Et la rentrée est venue, d'abord pas en septembre comme d'habitude. Les écoles n'étaient pas préparées à la rentrée. Bon, les librairies n'étaient pas préparées non plus, les maisons d'édition. Et avec l'impréparation, le manque de préparation, vous voyez que c'est sûr qu'on s'est débrouillé à tâtons. C'est comme cela qu'il y a des maisons d'édition qui ont produit autant de manuels, mais qui ont manqué d'autres. Suite à la pandémie, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, c'est-à-dire l'argent n'était pas vraiment suffisant pour imprimer tous les livres. Donc, si le gouvernement peut soutenir les éditeurs qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à réimprimer les livres, pour que les parents puissent avoir les livres disponibles pour leurs enfants. Les manuels scolaires servent de courroie de transmission des connaissances et aident à consolider des acquis par des exercices ou de devoirs à domicile. Est-ce que chaque élève congolais aura-t-il les livres recommandés dès la rentrée prochaine? La question reste en suspens. Ils seront encore demain plus nombreux que l'an passé à rejoindre l'école. La gratuité de l'enseignement de base déclenchée par le chef de l'État a multiplié le nombre d'élèves dans les écoles. La situation de salles de classe en surnombre demeure un problème pour plusieurs établissements. Certains experts continuent de recommander la construction et réhabilitation des écoles. Chronique de Ramazani Moulanda. Ça fait aujourd'hui 2 ans depuis que le train de l'enseignement des bases gratuit en RDC est en marche sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'embarcation, plusieurs millions d'enfants qui étaient hors du circuit scolaire ont été récupérés. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts du système éducatif congolais, mais le train avance quand même. Seulement voilà, il y a des plaintes, il y a des jérémiades de la part des enseignants et des élèves, principaux acteurs de cette gratuité. L'année passée, j'avais 41 élèves, mais cette année, j'en ai 97. En tout cas, ça me dépasse même. L'année passée, j'avais 30 élèves. Et maintenant, cette année? Cette année, j'ai 90 élèves. Quand les parents payaient, il n'y avait pas beaucoup d'élèves comme ça. Il y en avait peu. La capacité d'accueil ne nous permet pas de renfermer beaucoup d'élèves comme ça. Nous avons 6 salles de classe, mais l'effectivité est de 460. Si on fait la division, c'est qu'on peut avoir 80 ou bien 90 élèves par classe. Le standard énorme qui nous est recommandé, il fallait qu'il y ait 3 ou 2 élèves sur le banc. Avec la gratuité, il y a ces pléthores ici d'enfants que vous voyez, ils sont à 4 sur le banc et les autres sont assis même sur les bidons. On n'a pas de siège pour les enfants, c'est-à-dire les bancs. Ça fait pitié lorsque j'entre dans cette salle de classe ici. Les enfants me saluent, bonjour papa directeur. Je leur demande de s'asseoir. Les autres s'assoient sur le banc et les autres par terre. Maintenant, avec les parents, vous ne pouvez pas refuser leurs enfants. Vous êtes obligés de les reprendre. Même nos autorités,
nous ont dit de ne pas refuser les élèves, il faut les prendre. Mais où les caser? Regardez, j'écris sur les genoux. Je demande au gouvernement de nous doter les bancs. Pourquoi tu es assis sur terre? Il n'y a pas de bancs. Les conditions d'apprentissage est très capitale à l'école primaire. Un élève doit bien se mettre, bien se placer pour bien écrire, apprendre à bien écrire. Maintenant, s'il est assis à même le sol, il va écrire comment? Pour le professeur Okitundu, le gouvernement est obligé de réussir cette gratuité de l'enseignement car c'est l'avenir même des pays qui en dépendent. Ça pose problème, mais il n'y a pas lieu de reculer. Il faudrait évaluer et pouvoir rectifier la stratégie pour améliorer la quantité et la qualité. Mais faudrait-il noter qu'avant même que la gratuité soit instaurée, nous avions déjà des problèmes en ce qui concerne la qualité des produits de notre enseignement. Avec les témoignages des enseignants que nous venons de suivre, indiquent très bien que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre encore du point de vue de la qualité des produits de notre enseignement. Donc il faut absolument qu'on évalue et qu'on rectifie la stratégie pour que nous puissions gagner et en quantité et en qualité. Autrement, on risque de régresser par rapport au problème qui s'est posé déjà avant l'instauration de la gratuité. La priorité, il faudrait absolument engager plus d'enseignants et puis construire des écoles pour permettre aux enfants d'étudier dans des conditions pour un enseignement avec des résultats optimaux. Pour développer la RDC, il faut former le personnel de ce développement. Parmi les enfants récupérés, il y a peut-être des futurs ingénieurs, futurs ministres ou inventeurs. Les rideaux sont tombés sur la formation organisée par l'Église du Christ au Congo autour du leadership. Et c'est bien le représentant légal qui a procédé à la clôture de cette session de formation. Images et commentaires. 2 jours ont suffi pour outiller des serviteurs de Dieu, membres des Églises indépendantes du Congo, UEIC, dans l'interprétation correcte des Saintes Écritures. À cela s'ajoutent les notions sur la vraie prière. L'expertise de Monseigneur Archevêque représentant légal de cette association, Mateboué Lamba Lamba, a été mise à profit. Il a à cette occasion rappelé la mission première de l'UEIC, à savoir le salut des âmes et la prière. Le premier vice-président Jean-Baptiste Ntawa a dénoncé le comportement indigne de certaines personnes qui engagent illégalement la responsabilité de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Notre synode a été organisé, l'ancien représentant légal a installé ça, nous avons tenu nos travaux validés par des PV, nous avons organisé des élections et tous ces documents ont été légalisés. C'est nous qui sommes légaux par rapport à l'organisation juridique de notre pays. Venu de la province du Congo central pour participer à cette formation, l'évêque Moussampa Kambamba Abraham s'est exprimé devant nos micros. Nous allons bientôt avoir des écoles, des hôpitaux, des universités, des activités philanthropiques du genre orphelinat, agricole, une manière à développer les églises appartenant à notre confession religieuse UEIC et puis développer les membres de nos églises, même dans des niveaux locaux. Cette session de formation est la première activité du nouveau comité mis en place au terme du synode et a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Vous entendrez parler peut-être très vite de la ferme militaire de Kalunga dans le Holomami. C'est de là que l'armée nationale vient de relancer ses activités agricoles, une nouvelle campagne qui va s'étendre dans plusieurs unités. Suivez ce reportage. Finkilo Bokotona, vice-ministre à la Défense nationale et ancien combattant, séjourne dans le Holomami pour relancer la campagne agricole au sein de l'armée de la République démocratique du Congo. Au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, promis la détermination de relancer ce secteur. La même mission est annoncée aux unités des commandements chinoises présentes à la base militaire des Kamina. Le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire
la guerre contre la faim au Congo. Et surtout, dans le cadre de l'industrie militaire, par rapport à l'armée, il a pris des décisions, il est en train de faire des réformes pour dire que l'armée elle-même doit produire. Tout part de la ferme Kalunga d'une superficie de 144 km² à 28 km de la ville de Kamina. Compagnie agricole d'élevage qui a présenté ses difficultés avec la remise des tracteurs et quelques filets pour relancer la pisciculture mais aussi le secteur agricole. Du côté gouvernement provincial Jolomami, accompagné par les ministres des Mines et Tourisme, Arsène Moukadzekin Tuntanki, et a salué au nom du gouvernement provincial l'initiative et a promis même l'accompagnement. Ici, passage en revue des troupes militaires avant d'assister à une démonstration au CI de la base militaire de Kamina. Action Denis Nyakeru Tshisekedi, la structure s'étend encore un peu plus. Sa coordination nationale vient de procéder à l'installation du comité d'honneur du Grand Bandundu. C'était avant de remettre une assistance aux veuves et orphelins des militaires à Kikwit. Rikinzuzi. Avec pour mission principale d'accompagner la vision sociale du chef de l'État, l'association Action Denis Nyakeru Tshisekedi ADNT se rapproche davantage des populations démunies de l'intérieur du pays. Son coordonnateur national, l'évêque Stéphane Ngoyoua Bingelengele, était porteur des messages de soutien de la très distinguée première dame aux épouses des militaires des FARDC de Kikwit dans la province du Kwilu. Réunis dans la soirée pour recevoir des sacs de riz et des farines. Leurs enfants ont bénéficié d'une assistance financière pour la rentrée scolaire. Nous avons amené quelques présents à laisser aux veuves et orphelins au nom de notre maman sociale, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est des sacs de riz, de farine que nous remettons symboliquement. L'occasion propice pour la mission d'installer le comité d'honneur de plus de 20 personnes pour l'ADNT Grand Bandundu avec à sa tête M. Maurice Kimbeni. L'école du camp Ebeya, en état de délabrement très avancé, a été visitée dans l'objectif de la construction de nouveaux bâtiments et la réhabilitation d'autres façades. Un plaidoyer de l'action de Denis Nyakeru Tshisekedi qui a amené sur place des ingénieurs pour les études de faisabilité. Quittons la terre ferme pour un tour sur le fleuve Congo où les bateaux de haute mer naviguent en toute sécurité de Mwanda à Bouma. C'est le résultat de dragages intenses effectués par la nouvelle drague dite Fachi. Christine Lenzo. C'est déjà la fin de la deuxième campagne des travaux du dragage complémentaire du bief maritime qui avait pour but l'approfondissement et l'élargissement de tous les seuils à faible profondeur. C'est pour obtenir une calaison minimum de 26 pieds, soit 7,92 mètres de profondeur, tel qu'exigé par les armateurs. Le résultat est très satisfaisant. Depuis le mois de mars, nous sommes en contrat avec la Fédération des entreprises du Congo pour le maintien des bonnes conditions de navigation sur les biefs maritimes du fleuve Congo. La visite s'inscrivait donc dans le cadre de la mission de comité de surveillance du partenariat qui consiste donc à assurer les suivis et à évaluer la bonne exécution donc des activités du partenariat. Nous sommes allés à la fin de la campagne de dragage complémentaire exécutée par la nouvelle drague qui a été acquise avec l'accompagnement du gouvernement congolais. Nous sommes descendus, donc puisque la CVML est aussi membre du comité de surveillance, c'était pour nous assurer du bon déroulement des travaux de dragage complémentaire et nous assurer aussi les résultats étaient obtenus à la fin de cette campagne.
Voilà pourquoi le comité de surveillance du partenariat CVM-FEC s'est rendu à Boma pour s'enquérir de la bonne exécution de ces travaux de dragage complémentaires par la nouvelle drague Fachi. Ils se sont tous rendus au chantier de dragage dans les seuils Kindu. Là, ils se sont rendus compte de l'efficacité confirmée de la drague Fachi qui a en cette deuxième campagne 1 500 000 m3 de sable. Toutes nos excuses pour la qualité du son de ce reportage. Revenons à Kinshasa pour vous proposer en images et commentaires le plaidoyer fait par la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap devant les membres de 3 commissions mixtes de l'Assemblée nationale. Le plaidoyer concernait l'adoption du projet de loi portant autorisation de la ratification par la République démocratique du Congo du protocole à la Charte africaine aux droits de l'homme et de peuple. Explication Betty Amanikunda. Sa démarche vise à obtenir l'adhésion d'un plus grand nombre quant à la ratification par la République démocratique du Congo au protocole de la Charte africaine aux droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de personnes handicapées en Afrique. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo-Diata, était face aux élus nationaux, membres de la commission mixte socioculturelle, droits de l'homme et relations extérieures de la Chambre basse du Parlement pour expliquer l'économie de cet instrument juridique à l'échelle africaine. Cet instrument juridique international donne des opportunités d'abord d'assistance. Nous avons aussi à gagner en termes de coopération avec les autres. Quand vous lisez les protocoles, vous allez voir qu'il y a des dispositions qui parlent de la coopération, comment gérer les personnes avec handicap, comment faciliter leur participation au niveau régional et partout. Un projet de loi sous examen et qui sera enrichi par les membres de 3 commissions précitées, confirmation du président de la Commission Relations extérieures de l'Assemblée nationale, Thomas Dakin Masela. Madame la ministre, en tout cas, elle a éclairé notre religion. Les personnes avec handicap, ce sont des personnes que nous devons privilégier. Nous ne devons pas bloquer quoi que ce soit. Nous devons faire en sorte que ça aille vite et que nous soyons aussi parmi les modèles, pourquoi pas. À ces jours, sous les 15 États parties prenantes, seuls 15 ont signé et un seul a ratifié. C'est le Mali. Avant de nous quitter, sachez que le président de la République a signé une ordonnance prorogeant pour une durée de 15 jours l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Donc une prorogation qui prend cours le 4 octobre 2021. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec aux commandes Rekin Zuziloya, Mayawel. À toutes et à tous, excellente fin de soirée.